Une annonce a fissuré les certitudes. 100 000 tonnes de poissons surgissent d'un pays sans littoral. Derrière ce chiffre vertigineux, un contraste frappe. Une nation jadis dépendante transforme une faiblesse géographique en moteur économique mesurable. Mais que révèle vraiment cet exploit pour les Burkinabés ordinaires? Et quelle part Ibrahim Traoré joue-t-il dans ce basculement inattendu? Un horizon nouveau s'ouvre, encore flou, mais déjà chargé de conséquences. Le tournant amorcé par le Burkina Faso ne repose pas uniquement sur un record de production, mais sur une promesse plus vaste: transformer une réussite spectaculaire en stabilité durable. Pour les communautés, l'enjeu central devient limpide: assurer une autonomie alimentaire solide et maîtrisable. Ce basculement soulève immédiatement une interrogation brûlante. Cette souveraineté nouvelle peut-elle réellement résister au temps? L'action d'Ibrahim Traoré, placée au cœur du dispositif, s'inscrit dans une stratégie où chaque avancée économique doit protéger les populations des retours en arrière. La réduction de la dépendance extérieure n'a de valeur que si elle crée un socle assez robuste pour absorber les chocs climatiques, politiques ou sociaux. Les villages, les coopératives et les marchés ont goûté à un mieux-être tangible. Mais ce progrès demeure fragile tant qu'il n'est pas ancré dans des mécanismes de continuité. Le micro-houk surgit ici. Si la stabilité paraît acquise aujourd'hui, quelle force souterraine pourrait, demain, renverser cet équilibre? C'est cette tension entre victoire immédiate et vulnérabilité latente qui détermine le vrai prix de cette révolution. La révélation initiale a étonné même les observateurs familiers du Sahel. En août, le Burkina Faso annonce 100 000 tonnes de poissons pour une valeur de 200 millions de dollars, un volume inédit pour un pays sans littoral. Ce chiffre, pourtant, n'est que la surface visible d'un basculement bien plus profond qui réorganise la vie économique et sociale du pays. Le mini-reveal se précise dès qu'on remonte le fil. Quelques années plus tôt, l'absence d'accès maritime, la fermeture des frontières ghanéennes et ivoiriennes et la flambée des prix alimentaires avaient placé le pays au bord d'une crise prolongée. Les villages vivaient sous la menace d'un manque de protéines, et la dépendance aux importations étouffait l'autonomie locale. La famine, dans plusieurs provinces, n'était plus un risque abstrait, mais une réalité qui contraignait les familles à réduire leurs repas. C'est dans cette zone de vulnérabilité qu'est apparu un choix stratégique: reconstituer les lacs, repeupler les eaux intérieures et structurer une filière aquacole capable de couvrir la demande interne. Les camions d'alevins déversés dans le lac Bagré, les séchoirs construits par les coopératives, les marchés soudain saturés de tilapia. Autant de signes d'un mouvement coordonné qui dépasse la simple décision sectorielle. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré devient un pivot, non pas par effet d'annonce, mais parce qu'il inscrit l'aquaculture dans une logique de souveraineté durable. Il veut éviter que le succès ne reste un événement isolé et que l'indépendance alimentaire devienne un levier économique reproductible dans d'autres zones enclavées. Sous son impulsion, l'idée centrale est simple: si le pays peut nourrir sa population par ses propres ressources, il peut aussi réduire les vulnérabilités politiques et économiques créées par les dépendances extérieures. Dans ce contexte, comprendre la révolution piscicole du Burkina Faso exige de regarder au-delà des volumes pêchés. Il s'agit d'un mécanisme de résilience mis en place pour restaurer dignité, sécurité et continuité. Pour saisir la portée réelle de cette mutation, il faut suivre ceux qui l'ont vécu au plus près. Les habitants installés autour des lacs réhabilités. Leur quotidien montre que la transformation n'est pas restée théorique, mais s'est incarnée dans des gestes simples et répétés, porteurs d'un changement structurel. Le premier cas vient d'un village riverain du lac Bagré. Avant le repeuplement, l'économie locale oscillait entre agriculture de subsistance et petits métiers précaires. Quelques mois après l'arrivée des alevins, les mêmes familles ont diversifié leurs revenus. Pêche matinale, séchage artisanal dans l'après-midi, vente sur les marchés régionaux le week-end.
Ce ne sont pas des profits spectaculaires, mais une stabilité nouvelle qui a permis aux ménages de planifier leurs dépenses au lieu de survivre jour après jour. Un second exemple apparaît dans une coopérative féminine fondée autour des étals de poissons transformés. Les femmes, longtemps cantonnées aux activités agricoles saisonnières, ont trouvé dans la transformation du tilapia une source de revenus réguliers. Leur organisation a facilité l'accès à des équipements de séchage plus efficaces, réduisant les pertes et augmentant la valeur marchande du produit fini. La coopérative a, en quelques mois, structuré une petite chaîne de distribution locale où le poisson fumé devient un produit recherché. De tels récits, disséminés dans les villages, montrent comment une politique publique finit par redessiner l'économie domestique. Ces évolutions ne dépendent pas d'un chiffre global, mais de milliers de gestes répétés qui stabilisent les ménages et créent un tissu économique résilient. En jeu ici, la solidité réelle de ce renouveau. Avant 2023, le Burkina Faso avançait dans une impasse. Dépendance alimentaire, frontières fermées, marché appauvri. Après 2023, un pays enclavé produit 100 000 tonnes de poissons et redéfinit son autonomie. Cette bascule, à elle seule, suffit à mesurer la rupture. Vient alors la phase d'activation où tout commence par une vulnérabilité géographique. Sans accès à la mer, le pays comptait presque entièrement sur les importations de poissons. Quand le Ghana et la Côte d'Ivoire ferment leurs frontières, la chaîne d'approvisionnement se rompt, les prix flambent, la famine s'installe et la marge de manœuvre politique disparaît. Les villages autour des lacs, déjà fragiles, voient disparaître les produits protéiques essentiels. L'alerte devient structurelle. C'est à ce moment que Ibrahim Traoré décide de transformer la contrainte en vecteur d'indépendance. Au lieu d'attendre la réouverture des frontières, il déclenche une stratégie interne, restauration des lacs, repeuplement massif, création de fermes piscicoles. Les camions d'alevins circulent dans le pays comme des colonnes de soutien logistique, chaque déversement marquant une étape d'un plan plus vaste. La dynamique se met en place rapidement. Les premiers tilapias atteignent la maturité. Les marchés locaux se remplissent. Les coopératives émergent. En quelques mois, une chaîne de valeur se construit sans dépendre d'importations extérieures. Le moment d'intensité survient lorsque l'effet d'accumulation arrive en août. Le pays atteint 100 000 tonnes de poissons, évaluées à 200 millions de dollars. Un seuil qui modifie la perception interne et externe du Burkina Faso. Ce volume n'est pas seulement une performance économique, il symbolise la reconquête de la dignité et la capacité d'un pays enclavé à reconfigurer son avenir. Les villages, autrefois affaiblis, deviennent des pôles d'activité. Les coopératives féminines se multiplient, les filets débordent, les séchoirs fument du matin au soir. Dans les marchés, le poisson transformé devient une ressource accessible et constante. Le pays découvre que l'aquaculture peut être à la fois un rempart contre la faim et un levier de souveraineté. C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension continentale. Il montre qu'un défi géographique peut devenir un moteur de politique nationale. Dans l'élan qui suit, la vague de transformation se propage au-delà des lacs. Les familles voient leurs revenus se stabiliser. Les importations chutent. Les dépenses publiques en devises étrangères diminuent. Les enfants consomment davantage de protéines et les communautés accèdent plus facilement à une alimentation régulière. Ces effets créent un tissu économique et social plus résistant. Cependant, cette dynamique n'efface pas les fragilités. Pression sur les écosystèmes, risque de surpêche, dépendance à la qualité de l'eau. Les débats émergent autour de la durabilité du modèle. Mais l'élan reste fort. Une nouvelle filière économique est née, portée par la volonté collective et un pilotage central cohérent. La séquence complète, contrainte, activation, expansion, fait apparaître une trajectoire claire, transformer un angle mort géographique en colonne vertébrale économique. Le point de départ est clair,
Avant l'initiative aquacole, le Burkina Faso importait presque tout son poisson, puis a réduit cette dépendance de 75%, un delta massif qui marque une véritable inversion de tendance. Cette chute des importations signifie une chose essentielle. Les réserves en devises ne sont plus englouties par l'achat de protéines de base, libérant ainsi des marges financières internes. Le second indicateur éclaire la structure sociale. Plus de 10 000 emplois ont été créés directement dans la filière. Ce volume d'emplois traduit une dynamique où la production, la transformation et la distribution réorganisent les économies locales de manière durable et prévisible. Troisième mesure, peut-être la plus révélatrice. La malnutrition infantile a diminué de 30% en un an. Cette baisse reflète l'accès accru à une source régulière de protéines, soutenant clairement la santé des enfants vulnérables. Ces trois chiffres, bien que simples, structurent la compréhension de l'impact de la filière. Le recul des importations montre une souveraineté retrouvée. L'essor de l'emploi dessine une nouvelle économie rurale. La baisse de la malnutrition illustre la portée humaine du programme. Autour de ces données, on observe un mouvement social cohérent. Les femmes, au cœur des coopératives de transformation, bénéficient d'un revenu stable qui renforce leur rôle économique dans les villages. Les jeunes, souvent confrontés au chômage ou à l'exode, trouvent dans les fermes piscicoles un travail local, lié à une demande soutenue et prévisible. Les marchés, mieux fournis, deviennent des pôles de dynamisme commercial où les produits transformés circulent entre les régions. Cependant, ces succès ne doivent pas masquer les points de vigilance. La pression sur les lacs augmente. Les volumes produits, bien que maîtrisés aujourd'hui, nécessitent une surveillance constante de la qualité de l'eau, un contrôle strict des cycles de reproduction et une gestion réfléchie des déchets issus de la transformation. Si ces garde-fous faiblissent, la filière pourrait basculer dans la surexploitation. Dans cette perspective, le travail technique autour de la gestion des écosystèmes devient central. Les ceintures d'arbres plantés en bordure des lacs limitent l'érosion, tandis que les équipes locales surveillent régulièrement la turbidité et la salinité des eaux. Ces gestes simples, mais récurrents, conditionnent la longévité du modèle. Derrière chaque chiffre se cache donc une mécanique précise, une économie réorganisée, une santé publique améliorée et une écologie sous surveillance permanente. C'est dans cet équilibre délicat que se joue la pérennité du projet aquacole du Burkina Faso. Deux lectures principales se sont imposées autour de la révolution aquacole du Burkina Faso. La première, portée par les partisans du modèle, met l'accent sur l'autosuffisance retrouvée, la réduction massive des importations et la capacité du pays à produire ses propres protéines sans dépendre des flux régionaux. Dans cette perspective, l'aquaculture s'est perçue comme un instrument de dignité nationale, une manière de reconstruire des économies locales longtemps affaiblies. Les défenseurs soulignent que les lacs réhabilités, les coopératives féminines et les milliers d'emplois créés offrent une base sociale solide qui n'existait pas auparavant. En face, un second courant d'analyse exprime une prudence marquée. Selon lui, la dépendance à des écosystèmes fragiles expose le pays à des risques structurels, variations climatiques, surpêche, pollution, gestion imparfaite des résidus issus de la transformation. Pour ces observateurs, le succès initial pourrait masquer une vulnérabilité profonde si les mécanismes de surveillance et de régulation ne suivent pas la cadence de la croissance. Il rappelle que l'équilibre des lacs peut être perturbé rapidement et que le développement trop rapide d'une filière unique peut créer une dépendance économique nouvelle. Face à cette opposition, la synthèse s'articule autour des données disponibles. La baisse de 75% des importations montre une souveraineté réelle, mais encore jeune. Les 10 000 emplois créés traduisent une dynamique économique pérenne, mais qui nécessite des infrastructures adaptées. La diminution de 30% de la malnutrition infantile illustre un impact sanitaire direct et indéniable. Ce sont des résultats concrets, mesurables et difficilement contestables. La question cruciale devient alors: comment consolider les succès tout en limitant les risques? Les mesures déjà mises en place, surveillance de l'eau, régulation autour des cycles de reproduction,
gestion durable des rives, indiquent une prise de conscience des fragilités. La discussion ne s'arrête donc pas à un débat binaire, mais à une réalité nuancée, un modèle jeune, puissant, prometteur, mais qui doit s'inscrire dans une vigilance continue pour garantir sa durabilité. Un pivot silencieux apparaît. Au milieu de cette ascension rapide, un détail longtemps jugé secondaire prend soudain une importance décisive. La façon dont les communautés s'approprient l'aquaculture dépasse désormais la simple logique de survie. Les villages ne se contentent plus de produire, ils organisent, transforment et surtout coordonnent leurs activités de manière autonome. Ce glissement, à première vue discret, modifie la nature même du projet. Les coopératives féminines structurent des réseaux d'échange. Les jeunes standardisent les pratiques de récolte et les marchés locaux deviennent des plaques tournantes régionales. Cette dynamique interne crée une stabilité qui n'était pas garantie dans les premières phases. C'est ici qu'intervient la dimension stratégique voulue par Ibrahim Traoré. Encourager un modèle où l'État impulse, mais où les communautés consolident. La réussite ne repose plus uniquement sur les infrastructures ou les volumes pêchés, mais sur l'appropriation collective du mécanisme. Ce midpoint révèle ainsi un déplacement du centre de gravité. Ce qui avait commencé comme une réponse d'urgence devient un système économique enraciné, capable de tenir même lorsque les conditions extérieures fluctuent. Le changement n'est plus conjoncturel, il devient structurel. Les premiers effets visibles de la révolution aquacole se déploient en 4 cercles distincts, chacun révélant une facette de la transformation. Au cœur de cette dynamique, l'impulsion politique donnée par Ibrahim Traoré continue d'agir comme fil conducteur, mais ce sont les communautés qui en amplifient la portée. Du point de vue national, l'impact le plus direct concerne la sécurité alimentaire. La disponibilité accrue du poisson réduit la volatilité des prix, stabilise l'accès aux protéines et diminue la pression sur les importations. Les marchés urbains, autrefois dépendants des flux extérieurs, bénéficient de stocks réguliers venant des lacs. Sur le plan budgétaire, la réduction de la dépendance aux importations allège les dépenses en devises et réoriente les ressources publiques vers des infrastructures locales. Le pays gagne en résilience face aux fermetures de frontières, un risque devenu familier dans la sous-région. Du côté des initiatives entrepreneuriales, les retombées économiques génèrent une série d'opportunités inédites. De petites unités de transformation voient le jour autour des villages piscicoles, produisant du poisson séché, fumé ou mis en filet. Les transporteurs locaux investissent dans des chaînes du froid rudimentaires mais efficaces, tandis que les artisans fabriquent filets, paniers et séchoirs. Ce tissu entrepreneurial, encore jeune, forme un écosystème complet où les micro-entreprises prospèrent grâce à une demande constante. La dynamique ne provient pas d'investissements massifs, mais de centaines d'initiatives modestes cumulées. Dans la vie quotidienne des familles, dans les foyers, le changement se mesure par la stabilité alimentaire et la diversification des revenus. Les femmes qui participent aux coopératives voient leurs revenus s'améliorer, ce qui modifie la répartition économique à l'intérieur des ménages. Les enfants accèdent plus facilement à une alimentation riche en protéines, améliorant les indicateurs de santé et réduisant les situations de malnutrition. La réduction de la précarité alimentaire permet aux parents de planifier l'éducation et les dépenses essentielles au lieu de vivre dans l'incertitude quotidienne. À l'échelle régionale, à l'échelle sahélienne, l'exemple burkinabé devient un point de référence. Les premiers échanges commerciaux vers le Mali ou le Niger créent un début d'intégration économique autour des produits transformés. Le succès local suscite l'intérêt de pays confrontés aux mêmes contraintes géographiques et alimentaires. Cette diffusion d'influence ne repose pas sur des discours, mais sur un modèle tangible. Produire dans un pays enclavé ce que l'on pensait réservé aux nations côtières. Dans ce contexte, la trajectoire initiée par Ibrahim Traoré acquiert une portée diplomatique nouvelle, renforçant l'image d'un pays capable de se réinventer. À travers ces 4 cercles d'effets,
La révolution aquacole ne se limite plus à une performance agricole. Elle devient un mécanisme de stabilisation sociale, un levier économique et un signal géopolitique pour le Sahel. Dans le scénario le plus probable, dans l'hypothèse la plus réaliste, l'industrie aquacole du Burkina Faso maintient sa trajectoire actuelle. Les lacs conservent un niveau de production stable. Les coopératives féminines poursuivent leur montée en compétences et les marchés régionaux restent approvisionnés de manière régulière. La croissance n'est ni explosive, ni en recul. Elle avance par paliers maîtrisés, soutenue par les pratiques de gestion durable déjà mises en place. Les exportations vers les pays voisins demeurent modestes mais continues, contribuant à renforcer les revenus locaux sans créer une dépendance excessive. Ce scénario assure une stabilité notable pour les ménages et les zones rurales. Dans l'hypothèse la plus favorable, dans la version la plus favorable, les stratégies de gestion durable de l'eau et de régulation de la production fonctionnent mieux que prévu. Les infrastructures locales se renforcent, l'accès aux outils de transformation s'améliore et les formations techniques se multiplient. L'industrie pourrait alors étendre significativement ses volumes et attirer de nouveaux marchés sous-régionaux. Les villages deviendraient de véritables hubs économiques, et les revenus issus des exportations transformeraient le secteur en moteur national. Cette dynamique offrirait une marge d'évolution sociale plus large, notamment pour les femmes et les jeunes en quête de stabilité économique. Dans la situation la plus fragile, le scénario le plus fragile repose sur une série de risques cumulés. Pression environnementale, dégradation de la qualité de l'eau, surpêche ou mauvaise gestion de la croissance. Dans cette configuration, la production chuterait, mettant en péril la sécurité alimentaire. Les marchés se videraient, les prix grimperaient, et la dépendance aux importations réapparaîtrait. Un tel recul fragiliserait les ménages, les coopératives et l'équilibre rural. Le modèle perdrait alors son caractère exemplaire et deviendrait vulnérable aux fluctuations extérieures. Une réflexion s'impose. Pour interpréter correctement les prochains mois, une clé analytique s'impose. Ne pas juger l'aquaculture burkinabé sur la seule performance immédiate, mais sur sa capacité à absorber les variations et à préserver ses équilibres écologiques. C'est cette résilience, plus que les volumes, qui déterminera la solidité du modèle. La transformation du Burkina Faso ne se limite pas aux chiffres ou au bilan économique. Elle touche des réalités humaines que chacun peut reconnaître, quel que soit son contexte. 3 niveaux de résonance se dégagent, dessinant un pont entre cette expérience et les préoccupations plus larges du public. Groupe A. Ceux qui s'inquiètent pour la sécurité alimentaire. Pour ces personnes, l'histoire burkinabé montre qu'un pays vulnérable peut renforcer sa stabilité en mobilisant ses propres ressources. L'accès régulier à une protéine essentielle devient un exemple concret de souveraineté et rappelle que des solutions locales peuvent exister même dans des environnements difficiles. Cette perspective encourage à repenser la dépendance alimentaire dans d'autres régions du monde. Groupe B. Ceux qui cherchent des modèles économiques inclusifs. Les coopératives féminines, les petites unités de transformation et les initiatives locales démontrent qu'une croissance économique peut s'appuyer sur des circuits courts et des structures communautaires. Pour les observateurs sensibles aux questions d'équité, le modèle burkinabé illustre comment un secteur productif peut se développer tout en renforçant l'autonomie des femmes, en stabilisant les familles et en valorisant la main-d'œuvre locale. Groupe C. Ceux qui réfléchissent à la résilience environnementale. Pour ce public, la réussite d'une filière dépend avant tout de sa capacité à préserver les écosystèmes qui la soutiennent. Les efforts du Burkina Faso pour surveiller la qualité de l'eau, limiter la pression sur les lacs et encourager des pratiques contrôlées rappellent qu'aucune croissance n'est durable sans équilibre écologique. Le modèle devient ainsi un laboratoire d'adaptation environnementale. À travers ces 3 angles, l'expérience burkinabé ouvre un espace de réflexion universelle. La souveraineté, l'inclusion et la durabilité ne sont pas des idéaux abstraits,
mais des dynamiques concrètes qui peuvent être reproduites, adaptées et renforcées ailleurs. Le Burkina Faso se trouve à un moment où la consolidation compte autant que l'élan initial. Pour que le modèle aquacole résiste aux tensions futures, une feuille de route claire s'impose, structurée autour d'actions précises et d'acteurs identifiés. La vision voulue par Ibrahim Traoré ne peut se maintenir que si chaque échelon administratif et communautaire joue son rôle. 1. Renforcer la gestion durable de l'eau, immédiat. Les collectivités locales doivent surveiller régulièrement la qualité des lacs et ajuster les cycles de reproduction. Des équipes techniques peuvent assurer la coordination et prévenir les pressions excessives sur les écosystèmes. 2. Stabiliser les pratiques communautaires. 1-3 mois. Les coopératives féminines et les groupes de jeunes doivent harmoniser leurs méthodes de transformation et de récolte. La standardisation limite les pertes et aligne les marchés régionaux autour de normes communes. 3. Développer la formation continue. 3-6 mois. Les structures locales peuvent organiser des sessions régulières pour transmettre les bonnes pratiques sur la gestion des déchets, la transformation et l'entretien des infrastructures. Ces formations renforcent la résilience du secteur face au changement. 4. Structurer les réseaux de distribution. 6-12 mois. Les autorités peuvent accompagner les initiatives locales en améliorant les circuits logistiques internes, stockage, transport, coordination entre villages. Un réseau fonctionnel permet de sécuriser l'écoulement des produits, même en période d'instabilité. 5. Consolider la gouvernance partagée, continue. L'État fixe les cadres, mais les communautés maintiennent la cohérence opérationnelle. Cette architecture distribuée réduit les risques de rupture et renforce la pérennité du modèle. À travers ces étapes, un objectif central se dessine: transformer une réussite ponctuelle en système durable. Dans les villages évoqués plus tôt, là où les premiers filets séchés pendaient sous des abris de fortune, la transformation ne se lit plus seulement dans les marchés, mais dans les gestes quotidiens. Le retour à ces scènes rappelle combien la révolution aquacole est enracinée dans le réel. Les coopératives féminines, mentionnées comme moteurs discrets dans les débuts, incarnent désormais une confiance nouvelle. Elles maîtrisent leurs outils, organisent leurs ventes et voient leurs efforts résonner bien au-delà des lacs. Cette énergie locale se relie à la trajectoire voulue par Ibrahim Traoré, non comme une célébration individuelle, mais comme une cohérence entre vision politique et appropriation communautaire. Le pays n'avance pas parce qu'un secteur a été réformé, mais parce que des milliers de mains ont transformé une idée en chaîne de survie durable. Le motif des villages, simple, modeste, presque silencieux, devient l'emblème d'un renouveau dont l'impact dépasse le Burkina Faso lui-même. Ce sont ces gestes répétés, ces étals de poissons fumés, ces séchoirs alimentés sans relâche qui résument la victoire la plus profonde. Un quotidien réinventé. La dignité renaît dans l'effort partagé. Au moment de refermer ce cycle narratif, une image revient, simple et pourtant révélatrice. Celle des femmes de la coopérative, au bord du lac Bagré, affairées autour des séchoirs qu'elles avaient elles-mêmes installés. Ce motif, aperçu dans les premiers mois de la transformation, résume toute la trajectoire du pays. Ce ne sont ni les infrastructures, ni les bilans qui donnent sens à la révolution aquacole, mais ces gestes répétés, modestes, précis, qui consolident chaque jour la souveraineté retrouvée. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'unique moteur, mais comme celui qui a ouvert l'espace permettant aux communautés d'agir. Son choix initial a amorcé une bascule, mais ce sont les villages qui lui donnent forme, solidité et futur. Et c'est dans ces visages, dans cette autonomie conquise, que se mesure réellement la portée de cette histoire. La phrase d'ancrage pourrait se résumer en un souffle. La dignité renaît par les gestes partagés.
le Burkina Faso n'a pas seulement nourri son peuple. Il a redonné sens à la possibilité d'un avenir façonné de l'intérieur, un avenir où la vulnérabilité devient point de départ plutôt que destin. L'histoire aquacole du Burkina Faso laisse entrevoir quelque chose de plus vaste qu'une réussite sectorielle. Elle rappelle qu'un peuple peut transformer ses contraintes en ressources et ses fragilités en leviers d'avenir. À travers les lacs réhabilités, les coopératives qui s'organisent et les marchés qui reprennent vie, c'est une certaine idée de la souveraineté qui se construit pas à pas au rythme du travail collectif. Cette expérience offre un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître. Elle interroge notre rapport à l'autonomie, à la responsabilité locale, à la capacité de bâtir malgré les obstacles. Elle nous rappelle que les transformations durables ne naissent pas d'un seul geste, mais d'une volonté partagée qui s'étend de village en village, de foyer en foyer. Si cette trajectoire résonne en vous, peut-être deviendra-t-elle une source d'inspiration, un point d'appui pour imaginer ce qui peut changer dans vos propres environnements. Alors, une question demeure. Quelles initiatives locales autour de vous pourraient un jour générer une transformation tout aussi profonde ?